d'échanger des idées, d'harmoniser aussi les droits des affaires de façon générale, c'est très important pour nous, de voir les faiblesses de nous des deux parties, le Parti canadien et le Parti tunisien, pour travailler ensemble à évoluer, à avoir un avenir meilleur. Vous savez que la communauté tunisienne ne cesse d'augmenter au Canada. D'après les statistiques que nous avons, aux environs de 80 000 Tunisiens qui sont installés au Canada, partout. Le Canada, quand je parle du Canada, je ne parle pas uniquement du Québec, même à Alberta, même dans toutes les provinces canadiennes, là où vous allez, vous rencontrez des Tunisiens. Nous avons des exemples ici, Sophie Larferi, Orto Saner, plusieurs disons, Tuniso-Canadiens qui sont au Canada, qui sont en Tunisie. Ils ont fait des affaires pour les deux parties. Ils ont des intérêts au Canada, des intérêts en Tunisie. Ça fait beaucoup développer un peu les échanges et le partenariat tuniso-canadien. Au fur et à mesure, on va essayer d'échanger des idées. Nous avons avec nous le plaisir de Nasf Boukhari, qui est le président des chambres, des conseils des chambres mixtes. C'est Toumi, Mohamed Toumi, Mohamed Toumi, la même chose, membre du conseil des chambres mixtes. Nous avons aussi des représentants des administrations, ministère de l'économie, ministère du commerce, ministère de technologie et quelques autres ministères qui vont peut-être nous rejoindre. Mais il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de soutien de la part des autorités tunisiennes pour développer un peu les échanges et améliorer un peu la qualité de vie de nos citoyens qui sont là-bas. C'est très important. On essaie toujours de les encadrer. On a toujours essayé de les aider à intégrer un peu la communauté canadienne. Et nous continuons à le faire. Bon, sans tout tarder, je vais donner la parole à M. François Lassalle, qui est le conseiller économique de l'ambassade et représentant un peu l'ambassadeur du Canada à Tunis. Mesdames, Messieurs, représentants des ministères de l'État tunisien, députés qui sont ou seront avec nous, bonsoir. Alors, au nom du Canada et de l'ambassadeur, M. Alexandre Bilodeau, je vais commencer par remercier la Chambre pour cette invitation, un événement, un sujet aussi important qu'intéressant. Permettez-moi, encore une fois en bon diplomate, de prendre une minute pour vous dire des choses que vous connaissez déjà. C'est notre spécialité. L'intelligence artificielle, vous le savez, mais je veux le souligner, est l'une des technologies les plus transformatrices de notre époque. Il n'y a pas, dans l'histoire humaine de la technologie, de technologie
technologie qui est devenue aussi rapidement une transversale qui touche la plupart de nos vies et la plupart des pans de l'économie globalisée sur la Terre. L'intelligence artificielle a des répercussions considérables sur la vie et le travail de la population et s'accompagne, comme vous le savez également, autant de possibilités que de grands défis. Je suis très fier de dire que le Canada fait figure de proue dans ce domaine, incluant une position de leadership mondial au niveau de la recherche, avec le deuxième plus grand nombre de chercheurs en IA de haut niveau dans le monde. Le gouvernement canadien continue de réunir des spécialistes de partout dans le monde, de se positionner en faveur d'une réglementation intelligente de l'IA, d'établir des communautés de recherche, de soutenir les talents canadiens et d'appuyer un écosystème diversifié d'entreprises pour faire progresser la mise au point et l'utilisation responsable de l'IA. Et c'est évidemment dans ce secteur en particulier, M. Looney faisait référence tout à l'heure, que nous espérons trouver des zones de chevauchement et des connexions, des collaborations entre l'expertise canadienne et l'expertise et tout le potentiel que représente la communauté tunisienne au niveau de l'intelligence artificielle. Le processus va se concrétiser notamment à travers la stratégie pan-canadienne sur l'IA, qui est déclinée dans 3 piliers rassemblant des partenaires de partout au pays: la commercialisation, les normes encadrant l'intelligence artificielle et l'aspect talent et recherche. Plus récemment, le budget canadien de 2024, qui a été remplacé ce matin, par un budget canadien. Le budget de l'année dernière avait déjà inscrit un investissement de plus de 2 milliards de dollars canadiens pour continuer de bâtir l'avantage canadien en matière d'IA. Et tout ça porte fruit alors que de nombreuses entreprises canadiennes utilisent déjà l'intelligence artificielle générative, en particulier dans les secteurs de l'information et de la culture, et aussi dans les services professionnels, scientifiques et techniques. Je suis donc ravi d'être avec vous ce soir pour cette belle initiative de la Chambre et de voir quels liens et quelles collaborations nous pourrons tisser par la suite. Alors, sans plus attendre, je vous remercie en vous souhaitant une excellente conférence. Merci. Ne réduisez pas la révolution digitale uniquement à l'intelligence artificielle. Allez voir la courbe de Gartner, intéressez-vous, poussez vos enfants à s'y intéresser parce que ça sera un défi tout demain. Deuxième défi très important. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la partie civile de la révolution digitale. Ce qui m'inquiète, c'est la partie militaire, qui est autrement plus redoutable et plus problématique. Notamment si on comprend qu'aujourd'hui, d'un point de vue géopolitique, l'intelligence artificielle, la révolution digitale est utilisée par les Chinois pour prendre leur revanche sur la guerre de l'opium des années 1837-1853, imposée à la Chine par les Occidentaux. Et la Chine, l'empire du milieu, 5000 ans d'histoire, a été détruit, d'après eux par l'Occident, et livré aux Japonais. Et ça, pour eux,
quels que soient les moyens, ils doivent gagner la bataille technologique pour gagner la bataille militaire. Donc on parle d'enjeux géostratégiques éminemment importants, notamment quand on parle de Taïwan, Taïwan qui est à la base des puces électroniques, qui est à la base de 90% donc, de l'intelligence artificielle, et pour lequel la Chine a des prétentions sur l'ancienne Formose, son île, c'est comme l'île de Djerba pour elle, et qui n'accepte pas qu'il y ait un pied occidental, américain, donc près de son sol. Donc c'est des enjeux extrêmement importants, donc j'ai besoin également que nous mettons en perspective de quoi nous parlons, mais il n'y a pas que ces sujets-là. L'intelligence artificielle va nous impacter d'un point de vue éthique, c'est-à-dire c'est une émission dans notre vie privée, c'est une émission dans notre manière de penser, c'est une manière de manipuler les masses, c'est une manière, surtout que si vous vérifiez qui détient les principaux opérateurs qui maîtrisent l'intelligence artificielle, faites attention, elle est éminemment politique, elle est éminemment orientée, et là je vous invite donc à vous intéresser au transhumanisme, un sujet également pour lequel j'entends pas beaucoup de Tunisiens parler de transhumanisme. Parmi les défis qui sont très importants également, c'est de parler des biais algorithmiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle de big data, on parle de deep learning, de machine learning, on parle de milliards de terras d'informations stockées sur qui? Sur nous. Sur nous. Pour qui? Pour faire demain des gens qui sont fliqués, qui sont surveillés, qui sont orientés. Je ne parle pas de science-fiction, je parle de Big Brother, qu'on a écrit le scénario de Big Brother en 1949. On est en train de vivre aujourd'hui réellement en Chine, à travers le projet Pygmée, et vous avez 600 millions de Chinois qui sont mis sous contrôle, basé sur l'intelligence artificielle. Et c'est en train de se propager. Ils sont en train de vous parler de monnaie digitale. Ça veut dire que vous allez avoir petit à petit votre portefeuille qui est maîtrisé par le gouvernement, peu importe, et vous dit que vous avez 10 000 $ dans votre compte, vous avez jusqu'au 31 décembre pour les dépenser, sinon ils disparaissent. C'est-à-dire également des capacités de maîtrise des populations extrêmement notables et surtout d'orientation et de manipulation des élections. Je parle des biais algorithmiques, notamment je voudrais parler de la black box. C'est-à-dire que cette intelligence artificielle résout des problèmes, trouve des solutions, sans dire à nos ingénieurs d'où elle a trouvé et comment elle a utilisé et quelle logique algorithmique, parce qu'elle n'utilise pas la logique algorithmique. Même si elle utilise des données statistiques, des logiques statistiques, elle utilise le deep learning. C'est comme un enfant, si vous lui envoyez une balle, il l'attrape sans vous dire l'équation qu'il a utilisée. Donc c'est très grave d'avoir une machine qui trouve des solutions pour lesquelles nos ingénieurs ont enfin des solutions. Je vais parler également des défis sociétaux, dans la mesure où, sociétalement parlant, l'avenir qui nous est réservé, c'est un avenir d'obsolescence de nos compétences. Ce sont les métiers les plus qualifiés qui sont en danger. Experts comptables, architectes, pilotes, médecins, ingénieurs, tout ce bon monde va se retrouver pratiquement à 90% déjà obsolète par une intelligence qui nous dépasse. De loin, en tant qu'expert comptable, je me sens largement dépassé par cette technologie. Sociétale, parce qu'également, on nous prépare pas des chômeurs, des futurs inutiles. Allez chercher sur ces notions-là. Ça veut dire quoi? Restez chez vous. On est en train de vous préparer, monsieur l'ambassadeur, à un salaire universel. On n'a plus besoin de vous. Votre compétence, on n'a pas rien. Et là, les inutiles, je parle des Tunisiens. La Tunisie est une plateforme pour les call centers. 100 000 employés. 100 000 employés, on peut les remplacer par une dizaine de chatbots. Les chatbots peuvent répondre simultanément par plusieurs dizaines de langues. Ils travaillent 24 sur 24. Il n'y a pas de taxi qui attend pour ramener les femmes après minuit. Donc, imaginez la quantité de personnes qu'on va se retrouver avec des qualifications extraordinaires, totalement dépourvues de compétences. Donc, sociétalement, c'est un défi énorme. Nous avons également la problématique environnementale. On parle de 4G, on parle de 5G, on parle de 6G comme si c'était tout à fait naturel. Vous savez combien de centrales nucléaires nous devons construire chaque année pour résoudre les problèmes de cette croissance exponentielle de numérisation, de stockage, etc. C'est des centaines de centrales nucléaires. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne préparent pas des centrales nucléaires de scission, mais des centrales nucléaires de fusion. Celui qui détiendra l'énergie de la fusion, donc je vous invite à lire par rapport au projet ITER,
en France, mais que les Chinois sont en train de doubler, puisqu'ils ont toutes les terres rares, eh bien, sachez-le que celui qui va détenir la guerre de la fusion nucléaire, c'est-à-dire, monsieur l'ambassadeur, la mise sur Terre d'un soleil 10 fois plus puissant que le soleil naturel, c'est-à-dire on parle d'un plasma de 150 millions de degrés, avec une efficience énergétique redoutable, qui donnera de l'énergie nettement moins coûteuse que tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Donc celui qui détiendra cette énergie, devinera le reste du monde. Donc également, ça c'est des défis sur lesquels nous devons nous intéresser, nous Tunisiens, nous Canadiens, nous, monde, qui peut-être, c'est pas ce monde-là dans lequel nous voulons que nos enfants vivent. Je voudrais parler également du défi donc énergétique. Le défi énergétique, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous traitons des données? Et nos données sont en train de croître de façon exponentielle. Pourquoi? Parce que nous collectons, nous traitons, nous stockons. Et en thermodynamique, le deuxième principe de thermodynamique, qui est l'entropie, nous dit que faites attention, l'information a une entropie. Et vous savez, le défaut de l'entropie d'information, c'est l'énergie dégradée quelque part, c'est-à-dire la chaleur. Monsieur l'ambassadeur, le fait de traiter, de connecter, de stocker, d'effacer une information, vous consommez de l'énergie que vous transformez en chaleur. Pourquoi vous la transformez en chaleur? Parce que toute transmission va passer par des câbles, des résistances, c'est du frottement, c'est de la chaleur, c'est de l'énergie dégradée. Cette chaleur, elle doit être refroidie. C'est pour ça que des data centers sont construits de façon massive et derrière, des climatisations complètement insensibles pour refroidir et stocker l'information. Ça, c'est un défi redoutable pour nos jeunes de demain, alors qu'on parle de responsabilité sociétale d'entreprise et tout le tralala, le greenwashing qu'ils sont en train de vous vendre, également, est un défi sur lequel nous devons poser les vraies questions. Autre sujet qui est très important, c'est de comprendre que ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas neutre. Et auquel cas, on ne peut pas laisser éliminer quelques États disposer de cette technologie, maîtriser les 8 milliards d'habitants que nous sommes. Et donc nous devons nous organiser pour réglementer et régenter et créer une gouvernance de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que ça fait 10 ans que je parle des pays non alignés du digital, monsieur l'ambassadeur, sur lesquels nous devons nous ériger pour protéger nos populations des enjeux géopolitiques, géostratégiques, éminemment redoutables pour l'humanité. Madame Imen va parler du strong AI, des soft AI, de l'intelligence artificielle, la singularité technologique qui est derrière. Un jour, elle va nous manger tous, puisqu'elle va avoir, on estime qu'à partir de 2030, l'intelligence artificielle aura une intelligence qui dépassera toute l'humanité réunie. 2030. Je ne parle pas de science-fiction, je parle de faits réels. Et vous êtes loin de comprendre que les films de science-fiction qu'on a vus sont bien en deçà de la réalité qui nous attend. Donc tout ça pour dire que je suis désolé, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, mais je suis là pour qu'on parle sérieusement des sujets sociétaux, monsieur l'ambassadeur, qui touchent notre humanité, qui touchent nos enfants, qui touchent notre être, notre culture, notre histoire. Et donc je vous remercie pour cette occasion. Donc je donnerai la parole à Mme Imen Trumfield, qui va aller plus en profondeur sur ce sujet-là. Et puis je vous souhaite une excellente soirée.
l'intelligence artificielle, j'ai une question à te poser. Que veux-tu savoir aujourd'hui? J'ai entendu dire que tu es déjà partout. C'est vrai? Absolument. Absolument. Elle est partout. Elle est partout dans nos hôpitaux, nos écoles, nos industries, nos fermes, nos foyers, nos ports, nos banques, nos institutions publiques, chaque secteur. Chaque territoire est déjà touché, transformé, stimulé par cette intelligence artificielle. Même ici, dans cette salle, savez-vous qu'elle est en train de nous observer, de nous écouter et elle est en train d'apprendre d'une façon continue. C'est pourquoi il y a des questions qui ne s'arrêtent pas de se poser. Est-ce qu'elle va nous sauver? Est-ce que ça va nous enterrer? Faut-il s'y lancer à fond et y investir? Ou bien faut-il se méfier de cette intelligence? Est-ce que c'est une révolution fabuleuse? Ou bien c'est une menace dangereuse? Alors, ne vous inquiétez pas, ce paradoxe est d'actualité. Et vous n'êtes pas les seuls à vous demander, à vous poser ces questions. Mais quelle est la vraie histoire? Entre catastrophisme et entre optimisme, on oublie souvent l'essentiel. En fait, l'intelligence artificielle, ce n'est ni magique, ni diabolique. En vérité, c'est un outil. Un outil comme les autres, mais c'est un outil qui comprend il faut comprendre son fonctionnement pour savoir comment l'utiliser. Donc c'est pourquoi nous allons descendre ensemble dans un voyage dans le cœur de cette intelligence artificielle. Et quand nous allons émerger de l'autre bout de la tunnel, vous allez voir avec moi que c'est une vraie opportunité, mais à condition de la consommer avec modération. Alors, je vous invite dans un voyage sur la voie de l'intelligence artificielle qui part à une très grande vitesse. Je vous le dis maintenant qu'il y a 6 arrêts qui nous attendent. Et à chaque arrêt, il y a une nouvelle capacité cognitive qui va émerger. Il y a aussi des stars, des passagers qui vont monter le train. Et nous allons monter aussi à bord. Et je vous l'annonce dès maintenant qu'actuellement, nous sommes entre l'arrêt 4 et l'arrêt 5. Donc ce que je vous demande, c'est d'attacher vos ceintures. On va démarrer. L'arrêt numéro 1, c'est l'IA qui est basée sur des règles. C'est l'automate qui a du savoir. En fait, les premières IA fonctionnent selon des règles. Si A, alors B. Et le grand événement, c'était quand le Deep Blue de IBM, en 1997, il a battu Garry Kasparov. Je l'ai dit correctement, c'est Kasparov, voilà, aux échecs. Vous savez que la machine a pu simuler et tester plus que 200 millions d'actes pour une seconde. Donc, elle l'a battu, d'accord, mais elle n'a aucune compréhension de ce qu'elle a fait. En fait, si Garry, en ce moment, il avait l'idée de la défier pour jouer de la Tetris, elle n'aurait pas pu le faire. Elle n'est pas programmée pour ça. Si, alors. Les stars de cette époque, ce sont les systèmes experts. Ils existent encore aujourd'hui. On les utilise beaucoup aujourd'hui aussi. Les feux de circulation, les automates industriels, des systèmes pour détecter des fraudes fiscales, la conformité de réglementaire, etc. Mais elles sont totalement démunies en face de l'imprévu. Et c'est là que monte au train le fameux machine learning. Donc, c'est le premier passager star. C'est là que toute donnée brute est devenue intelligente. Comment? La machine, elle n'est plus programmée ligne par ligne, mais elle apprend à partir d'exemples. Et elle se corrige elle-même de ses erreurs. C'est comme un enfant qui est en train d'apprendre. Une version du machine learning, le deep learning. En fait, c'est un sous-ensemble du machine learning et qui est beaucoup plus puissant. Pourquoi? Parce qu'il a été inspiré du cerveau humain. C'est sous forme de réseau de neurones qui ressemble beaucoup au réseau neuronal du cerveau humain. Et
une version et un modèle parmi les modèles de ce deep learning, il y a les fameux LLM, Large Language Model. Et c'est là que la machine a appris à comprendre le langage humain grâce au Natural Language Processing. C'est là que l'on passe à la compréhension du langage humain. Les LLM sont des modèles de deep learning, mais qui sont entraînés sur des corpus massifs de textes. Imaginez un cerveau artificiel qui est entraîné sur la quasi-totalité du savoir humain, des livres, des articles, des sites, des conversations en ligne. Et c'est la base de ChatGPT que vous connaissez, Claude et DeepSeek. Vous savez comment ça marche? Est-ce que vous avez remarqué que sur vos téléphones, lorsque vous écrivez un message avec Messenger, alors il y a des mots qui vous sont suggérés. Parfois, c'est tout le message que vous tapez avec ces mots suggérés. C'est en fait le même principe. On cherche toujours le mot le plus probable qui va venir, le mot suivant. Et c'est comme une ficelle qu'on va tirer. En fait, la machine, elle est en train de calculer c'est quoi le mot le plus probable qui va suivre d'après tout ce qu'elle a appris dans ses livres. Par exemple, si vous prenez cet exemple-là, that which does not kill you only makes you Strong. yes. Même la machine l'a trouvé comme ça. C'est en cherchant le mot le plus probable. Je vous invite à voir comment ChatGPT, il essaie de prendre ça. C'est ce qu'on appelle un modèle en fait. Ce sont des couches entassées de réseaux de neurones et qui permettent de trouver le mot le plus probable après. Et ce sont ces stars-là qui nous ont permis d'arriver à l'arrêt numéro 2. Et c'est là qu'on a l'IA qui est contextuelle. On a maintenant du contexte, de la mémoire. Et on est passé de la logique à la mémoire. C'est là où on a commencé à faire la conversation avec la machine. C'est là que l'IA se souvient et comprend le contexte. On passe d'un répondeur automatique à un chatbot qui dialogue avec nous. Les exemples qui sont connus, c'est Siri, Alexa, Netflix et Spotify qui comprend qu'est-ce que vous préférez et vous propose vos préférences. Mais quand même, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas véritablement le monde. Ils se contentent de reconnaître des modèles statistiques sur lesquels ils étaient appris sans saisir vraiment le concept réel. Et pour comprendre ce contexte, ils ont besoin de quoi? De plus de contexte. Et c'est ce qu'on appelle la fenêtre du contexte. Alors pour vous faciliter, qu'est-ce que ça veut dire fenêtre de contexte? Imaginez que lorsque vous lisez un livre, alors vous allez donc lire le livre, mais vous pouvez oublier le passé et retenir uniquement les 10 dernières pages. C'est ça la fenêtre du contexte, les 10 dernières pages dont vous vous rappelez. Même l'IA, donc sa fenêtre de contexte, c'est la quantité d'informations qu'elle peut garder en mémoire pendant une conversation. Et vous avez tous peut-être vécu ça avec ChatGPT. Lorsque donc vous faites une conversation très longue avec un chatbot, à un certain moment, vous avez l'impression qu'il perd le fil. Il décroche parce qu'il a oublié. C'est à cause de la taille de son espace mémoire. Donc, c'est la mémoire de travail de l'IA qui fait toute sa force en fait. C'est mesuré en tokens parce que les phrases ne sont pas découpées en mots, mais elles sont découpées en tokens. Et je vous invite à voir comment la mémoire entre, vous vous rappelez quand est-ce que c'est sorti ChatGPT? C'était en novembre 2023. Donc, regardez depuis novembre 2023 comment les géants de l'IA ont fait la course pour augmenter la taille de mémoire, pour avoir plus de contexte pour leur IA et pour bien sûr conquérir plus de clients. Enfin, en fait, de 2025, tout dernièrement, c'est Google qui a pris la relève, surtout. Oui, non, c'est Google, c'est pas OpenAI. Google, c'est la première maintenant. Non, ChatGPT, c'est OpenAI. Oui, ChatGPT, c'est ça, OpenAI. Mais Google qui a maintenant la plus grande fenêtre de contexte, exactement. Alors c'est bon, l'espace de travail est élargi. Mais quand même, il y a des fautes. Il y a ce qu'on appelle l'hallucination. Et c'est ce qui présente un
un vrai danger. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un avocat en 2023, c'est Steven Schwartz, Oui. un avocat new-yorkais qui a eu l'idée de consulter ChatGPT pour avoir pour lui des documents juridiques des clients de fausses affaires. Donc ChatGPT, il lui a donné de fausses affaires et de fausses décisions de justice inventées de toutes pièces. Et le pauvre, il a été humilié après parce qu'il a fait confiance à la machine. Alors n'oubliez pas, il ne faut pas faire cette confiance absolue. Parce que la machine, elle peut mentir. Les chatbots peuvent mentir. C'est ce qu'on appelle les hallucinations. Mais ne vous inquiétez pas trop parce que le problème a été partiellement résolu. Pas tout à fait. Mais par quoi? Par ce cinquième passager star qui est le RAG, le Retrieval Augmented Generation. Alors voilà comment ça marche. Donc, le système RAG, il va consulter et interroger une base de données spécifiée selon votre question. Et puis il va récupérer les informations, il va les combiner avec votre contexte, et puis il va générer une réponse. Donc il va revenir selon votre demande, il va revenir à des documents sûrs pour chercher l'information. Alors maintenant, c'est pourquoi maintenant nous avons ces chatbots-là, ChatGPT, DeepSeek, Claude, Perplexity, Gemini, Copilot, donc tous ont des mémoires conversationnelles presque illimitées, une compréhension contextuelle profonde et une illusion de l'intelligence. En fait, ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la connaissance. Le sixième passager qui débarque, c'est l'IA générative. Et l'IA générative, elle emploie ces LLM et ces chatbots. Pourquoi? Parce que grâce à ces LLM, on demande à l'IA générative, c'est l'artiste de la bande, c'est le membre créatif de l'équipe. L'IA, on lui demande par notre langage humain quelque chose et elle va créer du texte, des images, de la vidéo selon votre demande et à partir de ce qu'elle a appris bien sûr. Donc à l'aide de l'IA générative, on peut maintenant voir les publicités, les designs incroyables et des simulations et même parfois, méfiez-vous, de la manipulation, le fake. Deepfake. Le deepfake, exactement. C'est grâce à l'IA générative. Comment avoir un bon résultat avec tout ça? C'est en fait en maîtrisant ce qu'on appelle le prompt. Le prompt, c'est le nouveau langage qu'on doit apprendre parce que c'est le langage qu'on va employer pour demander à la machine. Rassurez-vous, c'est un langage humain. En arabe, en français, en anglais, vous demandez à la machine à votre langue comme vous le voulez. Mais si vous avez une demande qui est bien structurée, bien faite, on parle ici de l'art du prompting, l'art de la communication avec la machine. Plus votre demande elle est précise et efficace, plus vous avez un résultat qui est très bien. Donc, c'est un nouveau langage qu'il faut apprendre à parler. Avec tous ces passagers, on arrive maintenant à l'arrêt 3 qui est l'IA experte. Maintenant, nous sommes dans l'ère de la surhumanité spécifique. En fait, ce qui a marqué cette ère, c'est l'AlphaGo. L'AlphaGo, c'est un jeu, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est plus fort que les échecs, et plus ancien que les échecs. Et puis, l'AlphaGo de DeepMind en 2016 a pu battre le champion mondial de Go. Et savez-vous, la machine a joué, a fait des tours divins, et elle a inventé des stratégies que jusque maintenant, on ne sait pas comment elle les a faites. Et on est en train d'essayer de les comprendre. Parce qu'elle n'est pas programmée pour ça. Elle les a réfléchies, pensées et appliquées. Donc on entre dans le territoire des experts artificiels, des IA qui ont une expertise surhumaine, mais dans leur spécialité uniquement, tout en restant limités à une spécialité. C'est appliqué dans la médecine, dans la finance, dans la programmation. Mais la limite qui reste, c'est l'incapacité de transférer tout cet apprentissage et tout ce savoir, toute cette intelligence à un autre domaine. Une IA qui est spécifique en médecine ne peut pas faire après les finances. Et c'est là que débarque le 7e passager, très fort. On parle plus des LLM, on parle des LRM, Large Reasoning Model. L'IA apprend maintenant à réfléchir avant de donner sa réponse. Elle passe de simples prédictions et calculs
de prochains mots à raisonner avec une chaîne de pensée tout en imitant l'humain pour décomposer le problème. Alors ça rend l'IA plus fiable pour la finance, l'ingénierie, l'audit. C'est un vrai cerveau. Et ce vrai cerveau, c'est lui qui nous a fait passer à l'arrêt numéro 4, l'IA qui est capable de raisonner. C'est l'ère de la pensée. C'est à partir de ChatGPT 4. L'IA qui réfléchit, elle analyse des problèmes complexes, elle établit des connexions, elle propose des solutions. Et les champions sont les agents IA. 2025, c'était l'année de la révolution des agents IA. Vous savez, c'est quoi un agent? Un agent, c'est une IA qui a une mission. Un agent, c'est une IA à laquelle on lui donne un cerveau, on lui donne une mémoire, on l'équipe d'une boîte à outils et on lui donne aussi toute une base de connaissances et puis on n'a qu'à lui donner son objectif. Parce que l'agent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre le contexte, planifier sa stratégie, agir selon un plan, il va observer et ajuster jusqu'à atteindre l'objectif. Vous vous rappelez de l'IA des règles? Si A, alors B. Cette IA-là, si elle rencontre un problème, elle va envoyer un message d'erreur et elle va s'arrêter. Alors que l'agent, s'il rencontre un problème, il va réfléchir et il va trouver comment dépasser ce problème, le détourner et atteindre son objectif. Et comment donc on équipe cet agent-là pour qu'il ne fait pas des hallucinations? Si en lui donnant une base de connaissances, bien sûr c'est spécifique au domaine, et l'agent il va chercher dans cette base, il va raguer, il va utiliser le RAG. Alors il va se connecter à votre base de connaissances privées, et comme ça, il consulte vos documents avant de répondre, et il fait zéro hallucination sur vos processus internes. Des réponses à jour et conformes à votre norme. Avant, donc, on était en train de connecter les cerveaux avec les outils, avec plusieurs... C'est comme si on connecte avec plusieurs câbles. Maintenant, tout récemment, fin 2025, on a inventé un peu ce qu'on appelle le MCP, qui est le USB universel, qui permet de connecter ces cerveaux-là, ces LLM comme Claude, comme GPT, comme DeepSeek, à tous les outils. C'est ce qu'on appelle en fait des outils, la boîte à outils. La boîte à outils, c'est qui permet d'écrire un email, de recevoir un email, de se connecter sur une base, votre base de données, etc. Le 9e passager star maintenant, c'est l'IA multimodale. En fait, l'IA multimodale maintenant, elle est plus spécifique parce qu'elle peut comprendre, générer des textes, des images, audio, vidéo. C'est l'IA qui voit et écoute comme nous. L'IA multimodale, elle a des yeux, elle peut vous écouter et à laquelle vous pouvez parler et texter. Et point, eh bien, maintenant nous sommes ici. Entre l'arrêt 4 et l'arrêt 5, nous maîtrisons le raisonnement, nous déployons l'autonomie, nous vivons la généralisation. Et après, donc c'est l'arrêt de l'intelligence artificielle générale qui nous attend et qui a été déclaré fin 2025 ou bien 2026. C'est l'AGI, c'est une IA capable d'accomplir toute tâche intellectuelle. Imaginez une IA qui est dotée d'une forme de conscience de soi, capable de comprendre, de naviguer dans le monde comme un humain, mais avec la puissance de calcul et la mémoire parfaite d'une machine. En fait, Sam Altman de OpenAI, il prédit que c'est fin 2025, mais ça reste encore dans des soupçons. Alors, cette IA-là, elle sera une experte, mais pas uniquement spécialisée dans un domaine défini. Ça va être une experte qui peut être spécialisée dans tous les domaines de l'humain. C'est pourquoi elle va dépasser l'humain. C'est l'AGI. Et on ne s'arrête pas là. Il y a l'arrêt 6, qui est la super intelligente de la SIA. C'est l'ère de l'incompréhensible, en fait. C'est supposé venir en 2030 ou après 2030.
mais ça reste quand même un territoire de la science-fiction. Imaginez une IA qui dépasse l'intelligence humaine dans tous les domaines. Une IA qui sera capable de s'auto-améliorer. Une IA qui sera capable de créer des versions plus évoluées qu'elle-même. Déjà maintenant, avec l'AGI même, on parle que l'IA, ce qu'elle va faire en quelques heures, une équipe d'ingénieurs pourra passer 4 mois et plus pour comprendre qu'est-ce qu'elle a fait. C'est la boîte noire dont on a parlé tout à l'heure. Alors imaginez si on n'arrive même pas à la suivre, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Alors, elle sera capable de résoudre plusieurs problèmes, c'est vrai, si on peut être optimiste. Imaginons que cette IA-là, elle va résoudre les problèmes de l'environnement, le changement climatique, les maladies incurables. Peut-être qu'elle va trouver comment dépasser la vitesse des lumières. Mais aussi une question se pose. Est-ce qu'elle sera alignée avec notre humanité? Est-ce qu'elle va dire que l'humain sera indispensable? Ou bien si elle peut l'écarter de cette terre pour avoir un meilleur environnement et une meilleure terre? Ça, on ne le connaît pas. C'est pourquoi ça reste l'inconnu. D'un côté, c'est magique, oui, mais de l'autre côté, c'est inquiétant. Est-ce que vous sentez cette inquiétude? Oui, on le sent. C'est un voyage vers l'inconnu. Et pourtant, il y a des gens qui sont en course pour ça. En fait, il y a un appel, en octobre 2025, le Future of Life, c'est une association, a lancé un appel pour un moratoire mondial sur le développement de l'intelligence artificielle super intelligente. Donc le temps de s'assurer qu'elle reste contrôlable et alignée et bénéfique pour l'humanité. Et il y a plus que 700 scientifiques, il y a des politiciens, il y a des gens très connus comme le prince Charles et Meghan Markle qui ont signé cette pétition pour arrêter le développement de la super IA, parce qu'il y a une vraie peur. Et pourtant, les géants de l'IA continuent à développer, continuent leur course. On parle de Google, OpenAI, Microsoft, Mistral, Meta, Anthropic, Amazon, DeepSeek et XAI de Elon Musk. Ils continuent la course. Et pourquoi ils ont ce pouvoir-là? Parce qu'ils disposent de l'or de cette ère. Ils disposent des données. Ils disposent de la puissance de calcul. Ils ont besoin de ça. Des forces de R&D, la recherche et développement. Vous savez que, comme a dit tout à l'heure monsieur, donc la data, le big data, c'est notre or de cette ère. Et pour la stocker, pour la traiter, il faut vraiment disposer de ces grands data centers. Et vous savez que chaque GPT, lorsque vous lui donnez son mot, il va utiliser 1 litre d'eau pour refroidir la chaleur. 1 litre d'eau pour chaque son mot. Si vous avez cette information, vous allez réfléchir avant de taper vos mots et votre demande à ChatGPT. Donc, Big Data, ce sont des trillions de données chaque jour. Et tout, en fait, c'est de chaque clic que nous faisons. Les navigations sur le web, nos commentaires, nos j'aime, likes et tout, nos achats avec carte bancaire, et puis les capteurs, l'Internet of Things, les capteurs connectés de partout. Tout ça, ça ramasse de la donnée. Et puis, il y a donc, pour traiter toutes ces données, on a besoin de grands calculateurs. Les machines ultra rapides, les GPU ultra puissants. Tout ça aussi, ça demande de l'argent et ça demande beaucoup d'énergie. Pour la recherche et développement, il y a pratiquement 6 entreprises qui sont en train de contrôler 95% de recherche et développement dans l'IA. Et le déploiement est de l'IA mondiale. Alors, la technologie de l'IA, c'est pourquoi elle est pratiquement dans un cercle vicieux. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ont recours aux ressources. Et ceux qui ont recours aux grandes ressources, ils peuvent développer les modèles les plus incroyables. Et ceux qui ont ces modèles-là peuvent alors faire beaucoup d'argent. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec ces modèles,
premier tour, nous sommes les consommateurs. Mais le premier tour, c'est offert par la maison. Mais après, ce n'est plus gratuit. Après, il faut payer. Donc, ils attendent que nous sommes adeptes de cette consommation de l'IA et après, nous devons payer. Et eux, ils se remplissent les poches. Qui sont ces gens? Ça ne représente en fait que 3% ou moins de cette population. Mais ces 3%, la grande richesse, ils l'ont. Ils disposent de la technologie. Ils essaient d'influencer toute la population de la Terre. Et ils sont en course pour le pouvoir. Et pour cela, ils font des alliances ensemble, ils la rompent, ils investissent les uns dans les entreprises de l'autre, mais l'essentiel, le cercle, doit être fermé sur ces gens-là. Ils veulent avoir le pouvoir, mais vous savez quoi? Le pouvoir n'est pas de posséder la technologie. Le vrai pouvoir, c'est de savoir l'utiliser. C'est pourquoi, donc, on se pose des questions. Que peut faire l'IA? Qu'allons-nous en faire? Et le choix nous appartient en fait. Nous devons passer de l'état de être des manipulés à l'état de celui qui maîtrise cet outil de l'IA. L'AGI sera développée. On n'y peut rien, ça va arriver. L'AGI sera là dans quelques années ou bien même dans quelques mois. Mais si les GOMAX font la course pour l'AGI, nous pouvons développer l'UGI, le User General Intelligence. C'est la capacité des entreprises et des citoyens à utiliser intelligemment les outils de l'IA. Les agents IA, les RAG, les LLM et les chatbots, en connaissant leurs limites et en maximisant leur potentiel. Qu'est-ce qu'on peut faire par l'IA en fait? Vous, entrepreneurs, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez générer plus de revenus. Vous pouvez accélérer la croissance de vos entreprises. Vous pouvez réduire les coûts et vous pouvez sécuriser l'entreprise. J'ai essayé de vous apporter quelques use cases. En fait, l'agent IA, il peut vous aider pour faire les ventes et les prospections. Vous savez que le ROI, il est immédiat. Il y a entre 30 et 40% de taux de conversion vers ces agents IA qui font la vente, et il y a moins de 60% de temps déployé et dépensé pour les commerciaux. Alors pour cela, le commercial se concentre sur la relation et l'IA. C'est elle qui va gérer le reste. Le marketing. En 2025, il y a 88% de marketeurs qui utilisent l'IA. Le marché de l'IA, vous voyez les chiffres, moi parfois je ne sais pas les lire, c'est 47,32 milliards de dollars. Et ça accélère. Les campagnes lancées, 75% plus rapides. Et le ROI en moyenne, il est à 22% supérieur. Donc, l'IA convertit les prospects et vous scalez. Le recrutement et RH intelligent. Vous savez, le RH, c'est pratiquement la douleur réelle d'entreprise. Eh bien, sachez qu'avec l'IA, il y a moins de 70% de temps de recrutement, avec moins de 50% de turnover et plus 85% de qualité des embauchés. Passez moins de temps à chercher et plus de temps à bâtir votre équipe. C'est ça la promesse de l'IA. Financière et prédiction de trésorerie. L'impact en fait est mesurable. Il y a moins de 40% d'erreurs comptables. Il y a 95% de précision des prévisions. Et entre 20 et 30% d'économie fiscale. Ce que l'IA vous promet, c'est dormez tranquille, votre IA veille sur votre trésorerie 24/7. En industrie, l'IA, elle peut par exemple anticiper une panne, la maintenance prédictive. La réalité en 2025, il y a 75% d'élimination de panne. Imaginez, 95% des adopteurs qui rapportent un ROI positif et il y a 27% qui atteignent l'ROI complètement en une année.
Et l'ROI, elle peut aller jusqu'à 10 fois avec une implémentation complète de tout le système. Il y a plusieurs cas concrets. Il y a les manufacturing des voitures, les producteurs d'alimentaire mondial, les producteurs chimiques. Donc les exemples sont partout. Mais il y a aussi, elle est au service de la dignité humaine. En fait, quand elle apprend à écouter, à voir, à comprendre les fragilités du monde, l'IA devient alors un levier de dignité. Une main tendue et un second souffle. L'IA, elle intervient dans la santé. Soigner mieux, plus tôt, plus justement. La promesse, c'est que l'IA n'est pas un luxe médical, c'est un droit pour mieux vivre et un droit pour tous. L'IA pour prévenir l'irréparable. En fait, en Allemagne, il y a eu une détection d'une fissure dans un pont. Et il y a eu une détection aussi d'une explosion d'une machine quelques secondes avant l'explosion. C'était grâce à l'intelligence artificielle. Elle intervient dans l'agriculture, l'environnement. Donc l'IA, elle peut être les yeux de l'environnement et peut gérer, donc protéger la nature. Pour l'éducation aussi, l'IA, elle peut atteindre les gens qui ne peuvent pas aller à l'école, leur faciliter la vie. Elle crée des chemins d'apprentissage là où il n'y en avait pas. Elle est aussi pour l'inclusion cognitive. Et pour moi, c'était ce côté humaniste qui est plein d'amour et qui est plein de soutien qui m'a attirée vers l'intelligence artificielle. Je l'ai vu pas un moyen, un outil uniquement, mais c'est un moyen pour atteindre les gens qui en ont besoin. Et pour cela, je vais vous raconter un peu mon histoire, comment je suis passée d'une chercheuse, enseignante, universitaire, juste qui s'intéresse uniquement à ses recherches et à ses publications, vers un monde fascinant de l'entrepreneuriat grâce à l'IA. En fait, j'étais tout le temps, mon seul souci, c'est de publier. Juste publier, faire de la recherche et publier. Je suis experte en intelligence artificielle, maître de conférence à l'université de Sfax, et j'avais une équipe de recherche. On ne faisait que faire évoluer les théories de l'IA. Mais pour l'un de mes projets, j'ai fait une rencontre fascinante. J'avais un projet qui s'intéresse donc à la navigation de Seine, et moi, j'essaie toujours de voir comment les enfants perçoivent donc, la Seine et tout, pour pouvoir coder et pouvoir préparer mes algorithmes. Alors j'avais la fameuse idée d'aller à l'école de Braille pour rencontrer des enfants non-voyants et voir comment eux, ils perçoivent la scène pour pouvoir programmer mon algorithme d'intelligence artificielle qui détecte les éléments de la scène. Et là, le directeur, il m'a accueilli et il m'a réuni 4 élèves et 2 maîtresses. J'étais en train de leur parler. Je leur ai dit, imaginez que vous avez un boîtier qui va regarder à votre place, mais après qui va vous parler et il va vous décrire qu'est-ce qui vous entoure. Alors, comment vous voulez avoir la description de ce qui vous entoure? Moi, je voulais savoir comment eux, ils veulent avoir cette description pour la programmer, pour la coder. Mais là, il y avait un enfant qui était assis, il était très attentif à ce que j'ai dit, et d'un seul coup, il s'est levé, il a sursauté, il a crié « Wallahi hlemt biha, Wallahi hadi hlemt biha ». Il a crié, il a juré « C'est ce que j'ai rêvé, je jure que j'ai rêvé de ça ». Et là, ça m'a fait vraiment un déclic. Je me suis dit « Imen, qu'est-ce que tu fais ?» Toute cette recherche, toutes ces heures passées devant l'ordinateur pour faire évoluer les algorithmes et publier, et tu ne peux pas réaliser le rêve d'un petit enfant non-voyant. Et ça, c'était vraiment le détour de ma vie. Parce que ce n'est pas uniquement Yassine qui en rêve, il y a 253 millions de gens qui rêvent d'avoir un accompagnant qui les aide à naviguer dans leur vie. En fait, la majorité utilise encore la canne blanche. Mais la petite minorité, et avec cette canne blanche, ils sont toujours, donc, ils ont des accidents et tout.
Mais il y a une petite minorité qui utilise la technologie. Et avec la technologie qui est d'abord trop chère, ils doivent avoir l'Internet. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et puis, ils sont toujours attaqués par des voleurs pour leur voler leur iPhone. Donc, c'est pourquoi j'ai développé Al-Murafaq. Al-Murafaq, c'est un dispositif intelligent qui peut regarder à travers une caméra et puis analyser toute la scène sans avoir besoin d'Internet. Et puis, il peut parler 4 langues et avec l'arabe 2 dialectes pour donner une description précise à l'utilisateur de tout ce qui l'entoure. Al-Murafaq, il a été développé et il est maintenant sous cette forme-là. Il se porte comme sous forme d'une écharpe. Et grâce à cette invention, parce que ça n'utilise pas Internet, pas comme les autres dispositifs, j'ai pu avoir plusieurs reconnaissances. Je cite, en 2023, j'ai eu le premier prix de Forum International Reality. En 2023, j'ai eu le premier prix de Medal Innovation de Qatar. Et en octobre 2024, j'ai eu aussi le prix de l'Arab IoT and AI Challenge de Most Promising Idea au GTEx Global de Dubaï. Toute cette réalisation, c'était grâce à une équipe d'enfer en fait, mais aussi grâce à des partenaires qui ont cru en moi et qui m'ont aidé. Là, je vous dis que nous avons un écosystème tunisien qui est vraiment très développé et très riche et qui soutient l'innovation en IA et les startups qui innovent dans l'IA. En fait, je vous annonce aussi que dernièrement, j'ai retrouvé le petit Yassine, il y a juste quelques semaines. Et puis, le petit Yassine, maintenant, il a grandi, il est musicien. Et j'ai pu lui offrir Al-Murafaq. Il est en train de l'utiliser actuellement. Et j'ai réalisé ce rêve-là. Mais malheureusement, ma boîte s'est arrêtée. C'est pas pour des raisons technologiques, loin de ça. Mais c'était un peu une naïveté dans l'entrepreneuriat, parce que je suis chercheuse à la base. J'ai beaucoup appris, c'est vrai, mais naïvement, je me suis associée à la mauvaise personne. Mais quand même, malgré cette défaite-là, j'ai pu me relever et cette expérience m'a rendue beaucoup plus forte et armée d'un bon réseau, un carnet d'adresses et des partenaires qui croient en moi. Et puis avec cette belle équipe gagnante, j'ai cofondé Exypnos. Exypnos, c'est une start-up qui fait le consulting en IA, accompagne les entreprises aussi dans leur innovation et transformation en intelligence artificielle, et nous concevons aussi des solutions sur mesure de l'intelligence artificielle. À Exypnos, nous avons une vision qui est très intéressante en fait, parce que plutôt que de suivre la course mondiale à une intelligence artificielle de plus en plus énergivore et consommatrice de ressources, on peut tracer une propre voie, celle d'une intelligence artificielle frugale, qui est adaptée à nos réalités et porteuse de valeur. En fait, c'est cette intelligence artificielle qui ne consomme pas de ressources et dans laquelle je suis spécialisée grâce à mes travaux de recherche. C'est grâce à ça que j'ai pu concevoir ce dispositif qui agit en temps réel sans avoir besoin à une connexion Internet, sans avoir besoin à d'autres ressources ou bien à des data centers. Et je vous dis, devinez quoi? Nous ne sommes pas les seuls à tracer notre chemin sur la voie de l'IA. Notre chère Tunisie déborde de talents qui réinventent l'IA à leur manière. Et là, j'ai invité pour vous 4 startups, plutôt 2 startups et 2 PME, brillantes et qui peuvent aussi vous parler de leurs projets et de leur innovation en IA. J'invite la startup Califor, la PME GrowCoach, la startup Instaware et la PME Agile for UX pour pitcher juste en 4 minutes chacun leur innovation. Je suis cofondateur et CTO de la startup Califor. Notre slogan c'est Quality Management Reinvented. C'est un slogan que j'adore, probablement parce que je l'ai inventé.
Et réellement, à Californie, ce que nous essayons de faire, c'est vraiment de réinventer le contrôle qualité. Donc, vous savez tous, dans tout type d'industrie, l'automobile, l'agroalimentaire, le textile, l'horlogerie, etc., on parle toujours de contrôle qualité. Et concrètement, c'est quoi? C'est là de produire un produit à un client qui n'a pas de non-conformité. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, il y a quelques années, on a vu, on sait que le contrôle qualité se faisait sur du document papier, des tableaux Excel dans les meilleurs des cas. Par la suite, on a vu quelques logiciels naître, donc pour couvrir un aspect du contrôle qualité. Mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, nous avons l'opportunité de transformer tout cela et de passer du contrôle à la maîtrise, mais surtout de passer du correctif au prédictif. Donc l'industriel en général, il a différents défis. Il veut produire plus vite, il veut produire mieux, sans avoir d'erreur. Mais avec les logiciels qui existent aujourd'hui, ça devient super lourd. Et en général, ce qui se passe, c'est que le contrôle qualité, il freine la production. Donc ce que nous essayons de faire chez Califor, c'est d'avoir un logiciel qui ne va plus ralentir la production, mais au contraire, il va la rendre plus juste et plus rapide. Donc, le produit que nous avons, il s'appelle Cali-One. Cali-One, c'est très simple, c'est pour dire One Software Solution for Quality Management. D'accord? Et en fait, c'est un SaaS qui permet de digitaliser tous les aspects du contrôle qualité de A jusqu'à Z, mais d'une façon où ces services sont interconnectés et on exploite la data pour prendre la bonne décision et générer la bonne suggestion. Donc grâce au logiciel, les gains qu'on a pu constater, donc on parle de gains de temps pour l'ingénieur, pour le technicien, etc. Mais le plus important, c'est qu'on arrive à réduire de plus de 40% les non-conformités. Donc on parle de produits de qualité, mais surtout, l'industriel peut économiser plus de 4 000 € par mois pour une usine de taille moyenne. Donc, maintenant, nous avons essayé aussi d'introduire l'IA dans notre logiciel. Donc, on a compris les enjeux de l'industriel, les problématiques. Nous avons pu développer un premier logiciel, une première version où on arrive à analyser les données. Mais maintenant, grâce à des échanges avec, par exemple, mon associé, des membres de l'équipe, et avec même des consultants externes, nous nous sommes posé la question comment est-ce qu'on peut ajouter l'IA à notre solution. Et dans la version V2, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc on a pu identifier deux axes principaux où on peut introduire l'IA. Le premier, c'est introduire l'IA pour aider le client final, donc l'industriel. Et ça va se faire par la prédiction, parce que l'IA, vu qu'elle analyse des données, mais non seulement du client même, mais elle peut analyser les données de tous les clients confondus, elle a même la possibilité de dire à l'industriel que dans 3 mois, vous allez avoir une non-conformité. Donc on parle de prédiction. Elle apprend aussi des décisions qu'un industriel X a prises pour une non-conformité. Elle peut la proposer à un autre industriel. Et ça, c'est là tout l'art et toute l'intelligence d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est pour la solution qu'on propose à un client. Le deuxième axe que nous avons identifié, c'est le développement de la solution elle-même. Aujourd'hui, donc à Califor, ce que nous faisons, c'est nous équipons nos ingénieurs et nous les coachons à utiliser l'intelligence artificielle dans le développement. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, je vais juste vous parler de ma petite expérience. Moi, ça fait un moment que j'ai arrêté le développement. Il y a avec moi des collaborateurs qui sont géniaux, qui sont expérimentés. Mais il y a quelques temps, on devait ajouter une petite fonctionnalité dans une application Android. Et moi, ça manquait, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de développement Android. Je me suis dit, je vais le faire moi-même. Donc, j'essaye de lancer mon ancien laptop, je dis bien, et il me dit que la version d'Android que j'utilisais était obsolète, qu'il fallait tout mettre à jour. Donc déjà, avant de passer au développement, il fallait que je mette à jour mon environnement. Toute personne ici présente qui a fait du développement Android sait très bien que c'est une tâche hyper lourde, et les ingénieurs n'aiment pas ça parce que ça prend du temps et c'est chiant à faire. Donc je me suis dit, tiens, du moment qu'on a introduit l'intelligence artificielle, je vais l'utiliser pour faire mon truc. Donc du coup, j'ai fini par utiliser l'intelligence artificielle. J'ai pu mettre à jour
mon environnement, j'ai pu ajouter de la fonctionnalité. Et vous pouvez aussi ajouter la création de code chez Claude, et plus le déploiement de l'application sur mon téléphone. Tout ça m'a pris 40 minutes. En temps normal, ça m'aurait pris minimum 2 ou 3 heures. Donc, l'intégration de l'IA dans le développement, ça facilite vraiment la vie. Mais on ne saura utiliser cette intelligence artificielle uniquement en bien formant les collaborateurs, parce que mieux on est formé, et plus on a des connaissances, mieux on pourra utiliser l'intelligence artificielle. On n'est pas une start-up. Comme a dit Mel, nous sommes une PME. Nous sommes un cabinet de formation et de consulting. Donc, nous sommes presque, disons-le, nous sommes des IA-nivores. Je voudrais le dire comme ça, oui. On utilise l'IA dans beaucoup de domaines d'activité, mais aussi pour un petit peu revoir et fructifier même nos processus internes de travail. Alors, comme je le disais, nous sommes des IA-nivores dans le sens où on a essayé d'intégrer l'IA à toutes nos activités et de la déguster sous différentes sauces et l'argumenter avec plusieurs sauces. Donc, pour commencer, je voudrais un petit peu présenter Glow Coach. Nous sommes très jeunes. On a été lancé en 2021, donc tout récemment. Mais avant de se lancer dans cette activité-là, nous avons beaucoup travaillé avec d'autres cabinets, avec des casquettes différentes. On était soit en charge de tout ce qui est pédagogie, soit en charge de l'aspect commercial. Après, on a décidé de lancer notre propre cabinet de formation et de consulting. Et donc, notre domaine de prédilection au début, c'était tout ce qui a trait à la certification internationale, c'est-à-dire la PMP, la Agile Scrum, tout. Donc, on touchait aussi bien la formation B2B que la formation B2C. Et on avait aussi notre domaine de prédilection, on travaillait beaucoup avec les ONG. On travaillait avec les ONG pour un petit peu les accompagner à travers nos experts, nos formateurs, nos consultants, dans tout ce qui est digitalisation. Et là, on travaillait sur des projets pour le gouvernement tunisien. Beaucoup de ministères, on a essayé un petit peu d'accompagner tout ce qui est changement suite à ces projets de digitalisation. Donc, je commence par là pour vous dire qu'en 2024, il y a eu un changement majeur par rapport à ces données-là. Donc, il a fallu penser à se reconvertir quelque part et à trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. Et donc, on a pensé à une reconversion qui, au départ, était soufflée par un de nos consultants, qui est là d'ailleurs, et avec notre CEO, malheureusement, il n'a pas pu nous joindre aujourd'hui, Ayman Maler, on s'est dit, on va faire des parcours de formation de upskilling ou de reskilling. Et ces parcours de formation, ce qui était ingénieux pour nous, c'était de prendre le process relatif à la formation dès le début. C'est-à-dire que c'était un process de bout en bout. Par exemple, quand on identifie un besoin de formation, quand une entreprise elle vient vous dire j'ai besoin de former mes équipes sur un domaine, généralement, l'identification des besoins en formation, elle est faite suite à un entretien avec le responsable RH. Après, il y a un catalogue de formation, on envoie la personne se former avec un cabinet, on évalue, et puis c'est bon, c'est fini, il retourne au travail. Évaluer l'impact de cette formation sur le process mythique, et c'est quoi la valeur ajoutée de cette formation par rapport à la performance dans le travail, ça, il y aura beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Donc, on s'est dit, on va prendre à bras le corps tout le process, de bout en bout. Et est venue l'idée d'utiliser des outils AI pour pouvoir prendre en charge ce process. Dès l'identification des profils
pour le recrutement des bonnes personnes par rapport aux besoins exprimés des entreprises, jusqu'à l'identification et l'analyse des besoins en formation pour un petit peu identifier les gaps et développer un parcours de formation qui est adéquat et qui est aligné aux besoins de l'entreprise, jusqu'à l'évaluation, jusqu'à l'onboarding. Donc tout ça, on est en train de le mettre en place et on l'utilise en utilisant des outils IA. Pour ce qui est de notre travail de cabinet de formation aussi, on nous a proposé beaucoup d'outils et d'agents IA pour nous aider un petit peu à développer notre activité et à monter notre chiffre d'affaires. Donc par exemple, nous, ce qui nous intéresse, c'est avoir le plus possible d'appels d'offres, de voir des consultations, et là on est normalement, la logique des choses, c'est de sauter d'une plateforme à une autre ou d'une adresse où il y a la panoplie d'appels d'offres, et on passe un temps fou. Il y a 2 ou 3 personnes qui sont désignées pour faire ce travail-là. Maintenant, avec l'outil AI, tout est concentré sur une seule plateforme et on arrive à avoir, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, tous les appels d'offres par thématique, par module, par projet, par domaine d'expertise, tout ce qu'on veut, il est là sur une seule plateforme. Donc il y a un gain, et comme a dit même tout à l'heure, on essaie d'utiliser l'IA d'une manière productive et d'une manière très réfléchie, de manière à ce que le gain soit direct et rapide pour nous. Donc ça, c'est une autre utilisation de l'IA par rapport à GrowCoach. Aussi, nous travaillons beaucoup aussi sur tout ce qui est sourcing et profilage. Donc nous, en tant que cabinet, nous cherchons beaucoup à travailler avec les meilleurs dans tous les domaines. Et des fois, on est obligé d'aller sur LinkedIn pour trouver des consultants, des experts dans tel et tel domaine, ou lorsqu'une entreprise a besoin de recruter une personne avec certaines expériences, un certain profil, on est obligé de faire un travail de recherche, de faire appel à nos connaissances. Et là, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent d'optimiser ce travail-là. Donc, pour ce qui est de la formation en elle-même, ce qu'on a pensé à faire, et ça commence à apporter ses fruits, c'est qu'on a construit des parcours de formation d'upskilling et de reskilling pour différents profils, que ce soit débutants, intermédiaires ou même avancés, dans tout ce qui est domaine IA. Et donc, en travaillant sur cet aspect-là, il y a eu une opportunité dernièrement, il y a à peu près 9 mois, avec un cabinet de formation québécois à qui on a présenté l'offre, on a présenté notre plateforme de formation e-learning, on a présenté aussi les équipes et les experts IA, et il y en a beaucoup en Tunisie, et les outils IA, il y en a beaucoup en Tunisie. La tunisienne, elle est là, elle est très compétitive et on essaie un petit peu de la fructifier et de trouver des moyens de collaborer et de s'ouvrir à l'international. Donc ce partenariat-là, il est en train de se construire. Nous sommes dans les dernières, disons, 100 mètres. Nous pensons lancer tout ça à partir de janvier 2026. Un webinaire sera mené pour un petit peu présenter notre offre de formation. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on a compris que le potentiel de travail et de collaboration avec le Québec sur le domaine de la formation et spécifiquement sur l'IA, avec des parcours de formation, du contenu tunisien et des formateurs tunisiens, eh ben, on en demande, les Canadiens en demandent, donc on voudrait bien répondre à cette demande-là. Donc nous, pour nous, il n'y a pas que, disons, ce projet-là qui nous intéresse. On voudrait saisir l'occasion de nous aussi se développer par rapport à ce qui existe au Canada. Donc là, on va commencer à
ces parcours de formation. On va commencer à lancer des parcours de formation en ligne en utilisant une plateforme tunisienne pour former des participants francophones au Québec, et on espère que cela va aboutir à des choses intéressantes et fluctuantes pour le futur. Voilà. Hypersapiens, c'est une entreprise qui a lancé un site qui s'appelle Hypersapiens. C'est notre nouvelle activité de développement informatique, toute fraîche d'ailleurs. Tout à l'heure, on nous a un peu effrayé de l'IA. On nous a parlé des risques. Après, on nous a parlé des opportunités. Donc, je vais essayer de donner un exemple concret pour dire comment on peut naviguer dans tout ça, comment on peut se repérer. Alors, commençons par le début. C'est quoi notre ambition? C'est un constat. Aujourd'hui, sur la scène mondiale, il y a de récentes tensions qu'on reconnaît tous, ce qu'on a appelé la guerre économique pour certains, en tout cas même sans avoir ce visage très politique. On sait très bien que derrière il y a une vraie course, parce que justement les nouvelles technologies, ce qu'ils font, c'est que il faut être très compétitif pour s'accrocher, et même pour des puissances très importantes dans le monde, il y a de vrais enjeux. Il y a de vrais enjeux, il y a des enjeux de nouvelles coopérations, de nouvelles alliances, donc quelque chose de très complexe. Et tout cela, comment ça se traduit dans le tissu économique? Ça se traduit par une nécessité d'innover, une nécessité d'être plus compétitif, plus performant. On ne peut plus se garder, avoir le luxe de rester au niveau qui a toujours été suffisant pour maintenir les entreprises. On est obligé d'aller chercher l'efficacité. Et donc on s'est demandé comment on peut faire, comment on peut délivrer plus de valeur, moins cher, plus rapidement. Et sans beaucoup de surprises, la réponse est évidemment en utilisant des technologies comme l'IA. Alors, le problème, c'est que chacun d'entre nous, qu'on soit un chef d'entreprise, un cadre dans une entreprise, une personnalité politique peut-être, une personnalité publique, chacun d'entre nous a dans son travail une partie de très haute valeur ajoutée, une autre partie qui est la corvée. Des actions qui ne sont pas très porteurs de valeur, qui nous embêtent, qui nous font perdre du temps, et qu'on peut très avantageusement soit déléguer, ou si on ne peut pas les déléguer, peut-être les automatiser. Donc un automate, c'est quoi? C'est comme un assistant qui vous suit partout et qui obéit à vos règles et à vos ordres, et qui vous débarrasse de tout le travail dont vous avez vraiment besoin, dont vous n'avez pas vraiment besoin. Donc le problème, c'est trop de temps perdu. La solution automatisée, intelligente. Donc nous, notre approche, c'est le développement sur mesure. Donc on n'est pas vraiment dans le développement de solutions prêtes à l'emploi, mais on est dans le développement de briques génériques qui sont assez flexibles pour s'adapter rapidement aux besoins de nos clients. Donc, alors, comment on en est arrivé à l'AI? Comme beaucoup de gens, on a dû se réinventer. Moi, je suis ingénieur informatique à la base. Dans mon cursus, il n'y avait pas d'AI, évidemment. Ça fait 20 ans déjà. Il y en avait qui faisaient de l'AI, mais comme a dit Imen tout à l'heure, c'était alors une AI très différente. Et là, on est entré dans l'AI par la voie du consulting. En qu'est-ce qu'on fait en consulting? On fait de la stratégie, du design thinking, du marketing, des ventes, de la transformation digitale. On aide des investisseurs, surtout ceux qui veulent investir dans des startups, à reconnaître
les bonnes opportunités d'investissement et les ressources humaines. Et à partir de là, on a fait beaucoup d'empathie et on a pu comprendre quels sont les points de douleur, on a pu un petit peu comprendre nos clients et ça nous aide aujourd'hui à leur proposer des solutions qui soient vraiment porteuses de valeur. Donc, notre site web s'appelle Hypersapiens. Donc, Hyper c'est hyper, super. Sapiens c'est l'être humain. Donc, nous, on ne parle pas de AI en compétition avec l'être humain. On parle d'une AI qui est au service de l'être humain et qui l'augmente. Donc, on a l'homme normal et on a l'homme augmenté, doté de capacités inégalées jusqu'à là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, évidemment que l'AI a beaucoup de risques, mais l'AI aussi, ça peut être un vecteur, si elle est bien maîtrisé, un vecteur pour faire l'empowerment de l'être humain. Voilà. C'est notre vision, et sur cette vision, on est allé sur quelques use cases, certains ont été évoqués tout à l'heure. Donc on a un premier service productisé qui s'appelle HyperDev. Donc HyperDev, c'est de la capacité de développement destinée aux équipes IT de nos clients. On leur offre une capacité de développement, mais derrière, il y a toute une équipe multidisciplinaire. Donc imaginez, c'est comme un ingénieur qui connaît tout et qui n'est jamais en congé, qui ne quitte jamais l'entreprise, qui est toujours fidèle, toujours là. Donc derrière, on dispatch, il y a du process pour qu'il y ait toute une équipe qui peut assurer ce rôle-là. Après, on a un service qui s'appelle HyperCTO. HyperCTO, c'est certaines boîtes ont besoin d'un CTO partiel. Notamment des startups qui commencent, ils n'ont pas vraiment le budget ou la capacité d'avoir un CTO de classe mondiale pour faire l'architecture de leurs solutions IT, etc. On leur offre un CTO qui est également une équipe derrière, évidemment, une équipe qui fait office de CTO et qui intervient par exemple deux jours par semaine et voilà, qui agrège tout le savoir-faire de tous nos ingénieurs. CTO, c'est le directeur technique, c'est le directeur du système d'information, le DSI ou Chief Technical Officer. Voilà. On utilise la nomenclature anglo-saxonne. Évidemment, il y a quelques nuances dans le sens, mais bon, voilà, à peu près c'est ça. Notre offre aussi HyperUX, c'est une offre pour comprendre les utilisateurs. Avant, on faisait des logiciels, on faisait des formations pour que les gens s'adaptent au système. Aujourd'hui, on conçoit des logiciels qui sont adaptés aux gens. Et ça, c'est un chiffre très important et on travaille dessus. Côté AI, on attaque le marché avec trois agents. Donc un agent qui s'appelle HyperGrow, c'est un agent qui va automatiser une très grande partie du travail d'un marketeur. Donc il va créer du contenu, va analyser la stratégie marketing de la boîte, va créer du contenu, le diffuser sur Internet, ça peut être sur le site web de l'entreprise, sur les réseaux sociaux, et derrière il va analyser les taux de conversion, l'impact de ce qu'il est en train de créer pour s'ajuster automatiquement. Et tout ça, évidemment, en ingérant de la documentation qui a été rédigée par des humains, peut-être assistés par les AI eux-mêmes, mais qui vont définir les règles. Qu'est-ce qu'on veut faire, comment on compte y arriver, quelle est notre vision, etc. etc. Il ne va pas agir de son propre chef, il va adopter tout ce que l'entreprise a produit comme stratégie. Après, on a une IA qui s'appelle Hyperbot et qui, elle, permet de répondre automatiquement aux clients, soit dans la phase avant-vente, pour renseigner les clients pour qu'ils passent le cap et achètent, soit dans l'étape après-vente. Voilà. Notre agent HyperSDR, c'est notre agent commercial sur LinkedIn. Alors, ce commercial, qu'est-ce qu'il fait? Il va démarcher des clients, on va lui dire, notre clientèle se décompose en
plusieurs segments. On va décrire très précisément chaque segment. Alors, il va faire un scoring, il va regarder chaque entreprise, il fait toute une enquête sur toute l'empreinte digitale qu'elle laisse derrière elle sur Internet. Et il va déterminer si elle entre ou pas dans notre stratégie, dans un des segments qui sont des segments cibles. Il y a évidemment une stratégie et un script commercial adapté à chaque cible. Et il va essayer de démarcher les clients, de les convaincre, de cliquer sur un lien pour booker un rendez-vous. Et après, le responsable, le commercial humain, il vient le matin, il ouvre son agenda, il trouve qu'il a plusieurs rendez-vous déjà fixés avec des entreprises et un petit briefing pour lui expliquer comment il va s'adresser avec ces entreprises, qu'est-ce qu'il va leur vendre, c'est quoi leurs besoins, etc. Et donc, parmi les techniques qu'on a implémentées avec ce commercial, c'est que d'abord, il fasse un peu de consulting gratuit pour le client. C'est-à-dire, il va regarder son secteur d'activité, qu'est-ce que les concurrents font, quels sont ses besoins probables. Et il va le conseiller, faire tout un travail que normalement on paierait un cabinet de consulting pour le faire. Donc il va faire un travail, il va lui envoyer une version du document qui est une version résumée et lui dit, voilà, si vous cliquez sur le lien, on prendra 15 minutes à vous expliquer ce qu'on fait et on vous envoie la version complète. Donc on va pouvoir expliquer à cet agent des stratégies comme celle-ci. Ça peut être d'autres stratégies, parce que celle-ci peut ne pas être adaptée à toutes les entreprises. On va lui expliquer les stratégies. Et on va faire en sorte, avec notre travail de personnalisation, de faire en sorte que cet agent puisse traiter vraiment la stratégie de l'entreprise. Alors, avec ça, on a deux plateformes web. Donc, une plateforme qui permet de gérer la relation client quand il s'agit de faire des projets. Donc, ça peut être des projets de développement informatique ou d'autres types de projets. En général, quand il y a des projets, il y a beaucoup de problèmes de délai, de choses non prévues, de problèmes de qualité, de problèmes de dépassement budgétaire. Et cette plateforme-là, elle sert à un petit peu réduire ces dépassements et fluidifier la relation entre un client et un fournisseur. Et notre plateforme HyperHR, qui est une plateforme dédiée au recrutement, qui facilite le matchmaking entre des entreprises et des candidats, qu'ils soient employés ou freelance ou tout autre type de collaboration. Donc, avec ça, nous on croit beaucoup à la chasse en meute. Vous savez, les loups, quand ils chassent pas en solitaire. Il y a tout un troupeau qui chasse ensemble. Et donc, on pense que dans un pays émergent, qui soit aussi prometteur que la Tunisie ou d'autres pays dans la région, il y a une poignée de pays qui peuvent être leaders ou constituer un hub régional. Nous pensons que si chaque entreprise attaque le marché international seul, on n'ira pas très loin. On est face à une concurrence mondiale. Moi, j'aime beaucoup l'Asie. L'Asie, ils ont compris qu'il fallait être très structuré. On est face à des exigences beaucoup plus importantes, des réglementations plus strictes. Il faut avoir beaucoup plus de moyens. Une petite structure comme la nôtre, elle ne peut pas faire grand-chose tout seul. Donc c'est pour ça qu'on a intégré dans notre portfolio un tas de solutions start-up, puisque nous on accompagne des start-up, et on va essayer de promouvoir leurs produits et on se positionne comme intégrateur de leurs solutions. Donc ça peut être, par exemple, les startups que vous avez déjà vues, ou là on a une solution par exemple pour automatiser les workflows, digitaliser les workflows à l'échelle d'une entreprise. Une entreprise tunisienne moyenne qui s'investit réellement dans la transformation digitale à la vitesse maximale, elle va dépenser entre 1 ou 2 ans pour digitaliser tous ces process. Avec cette solution, on peut passer à 6 semaines, 8 semaines max, pour avoir tous les process digitalisés. Et nous, on fait une alliance avec ce type de partenaire pour faire des automatisations justement avec les agents, de façon à ce que les personnes qui vont intervenir dans ces processus
process, par exemple pour faire des validations, ce genre de choses, soient assistés, des fois remplacés par l'AI. Mais alors, si on remplace l'être humain par l'AI, mais alors on va avoir un problème dans l'employabilité, on va avoir des chômeurs. Non, désolé. Non. Quand on a introduit l'ordinateur, quand les premiers ordinateurs ont émergé, on se disait exactement la même chose. Quand le tracteur a commencé à remplacer l'agriculteur qui faisait ça à la main, on s'est dit la même chose. On s'est rendu après compte que en introduisant un PC, il y a toute une chaîne et un ensemble d'acteurs économiques inimaginables qui travaillent sur la fabrication, les logiciels, la maintenance, les chaînes d'approvisionnement, le commerce, la finance. Partout ça explose. C'est pareil pour les AI. Moi, je prends une entreprise, mettons il y a une trentaine de personnes, ce que je leur promets, ce n'est pas forcément de passer à 5 personnes. Je leur promets de dire, avec 30 personnes les mêmes, vous pouvez faire x2, x3, x5, x10 par rapport à ce que vous faisiez avant. Et donc c'est ça l'enjeu, c'est ça la promesse. Alors, notre engagement éthique. Nous, on pense que parmi tous les dangers de l'AI, il y en a un qui est très important et qu'on oublie beaucoup de citer. Le danger, c'est de creuser des inégalités. Creuser des inégalités au sein de la société, mais aussi sur la scène mondiale, entre des régions du monde, entre des pays très riches et qui sont leaders et qui ont la data, les moyens, l'infrastructure, et d'autres qui se sont de plus en plus écartés et qui n'arrivent pas à monter dans le train. Et donc pour cela, on pense que notre rôle comme pays émergent, c'est de s'agglomérer avec d'autres pays dans notre situation pour faire un peu d'équilibre, pour justement rattraper le train et pour être un acteur très intéressant pour aussi nos partenaires, par exemple le Canada. Si moi, en tant que marché émergent, je suis un marché pour le gouvernement canadien, je ne peux pas être un marché si je suis à l'arrière. Je dois être assez développé pour être un marché. Et je peux être un fournisseur aussi. Je peux être un consommateur et un fournisseur. On n'est plus dans des relations classiques. On est dans des relations de technologie interchangeable. Et voilà, nous, on œuvre pour une AI alignée, pour la démocratisation de l'AI, par exemple, avec des approches de open source, des technologies qui sont offertes gratuitement à tout le monde. Tout le monde peut grandir avec ces technologies. La protection des données, les données souveraines, tout cela, c'est dans nos priorités. Et je vais terminer par ça. Je m'excuse si j'ai pris trop de temps. Avec le Canada, on est en train d'étudier le marché. On n'a pas encore vraiment démarré. On est très preneur de toute initiative qui nous permet d'accélérer sur ça. Et voilà, on cherche des partenariats et on fait une prospection active, évidemment avec nos outils AI. Et merci beaucoup pour votre écoute. Les interventions des entreprises et des startups m'ont interpellé dans le sens où il y a un besoin de développement des affaires, des partenariats avec les entreprises ou les institutions ou les universités canadiennes. La question, comment faire? Comment faire, c'est passer par le service des délégués commerciaux. Nous sommes des délégués commerciaux, nous sommes basés juste à côté ici à l'ambassade. Et nous organisons des événements justement pour renforcer ces relations d'affaires avec les entreprises canadiennes. On vient de rentrer d'un grand événement à Montréal qui s'appelle All In, c'est de l'intelligence artificielle, allez voir. All In, c'est quoi? C'est un très grand événement qui a rassemblé plus de 6000 experts en intelligence artificielle dans le monde et où une délégation tunisienne que nous avons accompagnée, composée d'une
Ah, il y a du monde, là, je m'excuse, je ne peux plus rajouter, il y a déjà des monde qui ont participé donc, à cette mission d'une vingtaine d'entreprises et de start-up tunisiennes qui ont excellé, qui ont présenté leur savoir-faire. Et notre rôle en tant que service délégués commerciaux, c'est de fournir nos services aux entreprises canadiennes. Donc on a recruté pour eux une centaine d'entreprises canadiennes. Et je peux témoigner que la délégation tunisienne était la plus active en termes de B2B. Imaginez qu'en 2 jours, on a eu plus de 60 rencontres d'affaires. Et actuellement, on est en train d'évaluer les résultats. Les entreprises canadiennes sont super satisfaites par ces compétences tunisiennes, des opportunités de partenariat, des opportunités de développement des affaires. Évidemment, je pense que vous-même, vous avez dit qu'il y a des opportunités dans tous les sens, c'est-à-dire ça pourrait être des fournisseurs, ça peut être des partenariats techniques, ça pourrait être une exploration d'un marché tiers en Afrique ou ailleurs, etc. Et donc, je vous invite tous à contacter le service commercial de l'ambassade du Canada. On est là pour mieux vous connaître, pour identifier les opportunités d'affaires qui peuvent se présenter à nos clients qui sont les entreprises canadiennes. N'hésitez pas à nous contacter, il y a plein d'événements et plein d'opportunités qui sont présentes. Je vais commencer par une histoire avec 2 horloges, l'une à Tunis un soir d'été qui sent le jasmin et l'autre à Montréal une nuit sous la neige. Donc nos 2 équipes en Tunisie et le Canada collaborent et soudainement une alerte tombe. Un intrus détecté à la maison d'un voisin. Donc, après quelques minutes, il s'est avéré que c'était juste un chien errant. Et donc, l'équipe a demandé au voisin de contacter Instaware. Et nous avons offert à lui un système de sécurité avec un modèle IA. Et depuis ce jour-là, il dort sur ses 2 oreilles. Et il a même adopté ce chien errant. Donc, rebonjour Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, je me présente, je suis Amal Warteni et je vais aujourd'hui vous présenter le futur de la sécurité intelligente Instaware. Donc, notre aventure a commencé par un cambriolage. Ce jour-là, nous avons failli perdre un être cher et depuis ce jour-là, la sécurité, c'est notre principale préoccupation. Donc, notre cauchemar se reproduit par exemple aux États-Unis toutes les 4 secondes pour une nouvelle famille et chaque nuit 9 fois en Tunisie selon les statistiques. Et les systèmes existants, ils alertent seulement que le crime est déjà en cours et ils ont plusieurs inconvénients, notamment les alarmes, les fausses alarmes. Donc, notre solution, elle se compose de 2 systèmes interconnectés. Le premier, c'est les interrupteurs intelligents qui, à l'aide de l'application mobile, il vous offre un contrôle total et à distance de votre propriété, quelles que soient les lumières, les dispositifs électroniques ou d'autres appareils. Et le deuxième qui est la centrale intelligente qui va se connecter à votre réseau de caméras et va analyser l'environnement et détecter les menaces. Donc une fois une menace est détectée, la centrale va contrôler les interrupteurs intelligents qui vont agir pour vous prévenir lorsque vous en aurez vraiment besoin. Donc nos principaux produits, ce sont les interrupteurs intelligents avec l'unité centrale, notamment les écrans. Nous avons aussi des produits des autres marques qui sont compatibles avec notre système. Donc, quel que soit de sécuriser les personnes ou les entreprises ou les maisons, donc Instaware représente la couche d'intelligence qui rend vos tâches plus utiles, plus efficaces et plus sécurisées. Donc, voici un cas d'utilisation réel. Donc, ici, on voit que le système a détecté que le propriétaire a laissé la porte ouverte. Il a détecté aussi qu'on a une voiture inconnue qui peut présenter un danger. Donc la centrale a commencé automatiquement de fermer la porte et à alerter l'utilisateur. Donc nous avons gagné le label Startup, obtenir un brevet et nous avons fait des partenariats avec des entreprises internationaux. Nous avons en 10 mois réduit le prix de notre système par 6. Donc nous avons, pour avoir la scalabilité, nous avons diversifié nos modèles, soit des ventes, c'est-à-dire des ventes par système, soit des abonnements. Donc nous avons acquis une traction solide avec STB Invest comme investisseur.
Nous avons aussi 40 clients et nous avons un chiffre d'affaires de 160K dans les 18 derniers mois. Donc nous commercialisons nos produits depuis le 2024 et ce sont des produits principalement B2B. Et ce jour-là, nous sommes en train de terminer nos produits B2B aussi pour les commercialiser. Donc d'ici 2028, on veut faire l'expansion vers la région MENA et puis faire l'expansion vers l'Europe, le Canada et le US. Et on a déjà 2 membres de notre équipe là, qui sont Madame Eya et Monsieur Semah, notre expert Eya, installés au Canada, à Montréal. Donc, en conclusion, Instaware représente le futur de la gestion de propriété. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention.